Donc je suis ravi, non, en plus comment je suis vraiment ravi. Je fais partie des aficionados du travail d'Olivier Razemont, qui était venu pour la tentation du bitume à l'époque avec son camarade, j'ai oublié son nom. Eric Hamelin. Oui, absolument. Et donc, et depuis, je suis son travail et je suis jamais déçu, donc je suis absolument ravi qu'il soit là pour ces chroniques, on va en parler. Avant de commencer, en bon commerçant, on fait le teasing. Donc, les quelques rencontres qui arrivent après, on a un programme d'enfer, donc évidemment ce soir. La semaine prochaine, on en met une couche, alors là, on va monter d'un cran dans l'énervement, puisqu'on reçoit Françoise Faumonod, qui sort son livre qui retrace tout le projet des Halles. Vous savez, cette merveilleuse canopée qu'on nous a livrée. Donc, c'est pas qu'au vitriol, c'est incroyablement documenté. Voilà. Donc, voilà, on va causer de ça la semaine prochaine, donc le 19, vacances scolaires. On reprend début mars avec l'équipe il y a Lydie Launay, Stéphanie Vermeersch et Éric Charme, qui ont écrit un livre assez formidable qui s'appelle Quitter Paris. Alors, pas uniquement dans le processus de la classe populaire et de la classe moyenne qui est chassée de la capitale, mais de voir aussi certains types de parcours, ceux qui ont fait véritablement des choix, et le rapport Paris-Province, revu d'une façon solide, mais vraiment très maligne et très subtile, donc un excellent bouquin. Et après, on va recevoir l'équipe de Laurent Davzy, qui a fait tout un travail sur le RER, qu'on a déjà sur ces questions-là, avec des parcours de vie, enfin voilà. Plein de choses, c'est sur le site libresse.com ou du genre urbain, vous avez tout ça. Dis les dates parce que là ça... Oui, alors donc 19, bon c'est deux qui sont vraiment, la semaine prochaine, donc c'est le 19 février, et vacances scolaires, et on reprend avec Quitter Paris, Éric Charme, c'est le 12 mars, voilà. Ça c'est sur les autres, c'est en train de se caler, mais voilà, au moins ça c'est les deux suivantes qui arrivent. Merci à vous. Donc, ce soir, nous recevons Olivier Razemont aux éditions de Rue de l'Échiquier pour sa chronique impatiente de la mobilité quotidienne, donc qui reprend un peu le travail, une sélection de son blog qui s'appelle L'interconnexion des plus assurés. J'ai bien dit. Voilà. Et écoutez, on va faire comme on fait d'habitude. On va laisser un peu Olivier nous raconter un peu j'ai une vague question large pour le mettre sur les rails. Pour voir un peu l'enjeu de ce projet, et puis après on fait un petit, j'espère, un échange avec la salle, sinon je fais le Bernard Pivot du pauvre, et après comme ça se veut quand même convivial, on boit un coup. Alors en plus je remercie l'éditeur parce qu'ils sont rares d'habitude nous sommes ravis à la librairie d'offrir l'apéro, mais en plus l'éditeur nous a amené un peu de pinard, donc merci à eux. Eh bien Olivier, on va commencer, avant de rentrer un peu dans le dur, c'est-à-dire dans un certain nombre de détails, on pourra pas évidemment embrasser toutes les thématiques qui sont abordées dans ce livre, mais peut-être, selon ton prisme, en quoi les mobilités urbaines sont un enjeu, de ton point de vue, c'est une façon de présenter ton travail, je dirais presque stratégique, non seulement de l'organisation urbaine, mais de nos vies. Alors, merci Xavier pour ton accueil. C'est le 4e en fait. Oh là là, je ne sais plus compter. Parce qu'en fait, on avait fait tout un tour à vélo dans Paris. Ah, c'est vrai. De librairie en librairie aussi. Ouais. Et merci à tous d'être venus. Je ne connais pas tout le monde, donc je suis ravi. Et merci à mon éditeur, en effet, parce qu'en fait, c'est une idée de lui qui était de regrouper en fait, de faire de ce blog un livre, en fait. Donc c'est un peu bizarre, c'est-à-dire que c'est Thomas qui a eu cette idée, hein, c'est toi là. Hein. Et bon, au début, moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas, mais j'ai l'impression d'avoir déjà écrit les choses, d'avoir déjà dites. Donc finalement, est-ce que ça ne fait pas une redite? Et en fait, d'abord, il a fallu les sélectionner, parce qu'il y en a 580 ou 590 maintenant. Et donc, quand on l'a sélectionné, enfin j'en ai sélectionné 52, et puis les organiser, et puis ensuite évidemment les mettre à jour, le cas échéant, quand c'était nécessaire, les commenter un peu, et puis les illustrer, et ça c'est le travail qu'a fait le maquettiste. Donc c'est un autre objet, en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure, et en plus quand il est sorti, on se l'est dit, c'est vrai que c'est un autre objet que le blog, et bon, tant mieux, hein, finalement. Et c'est vrai que... alors, c'est pas seulement la mobilité en ville, c'est partout, et c'est vrai que cette histoire de mobilité, moi, c'était un peu l'idée. Moi, je suis journaliste, j'ai donc ce blog sur le site du Monde depuis maintenant 7 ans, j'ai fait des bouquins, je travaille pour différentes personnes, etc. Bon. Mais disons que ce qui m'a frappé au départ, dans l'idée quand j'ai commencé non pas à m'intéresser au transport, parce que je m'intéressais déjà, mais commencer à écrire là-dessus et à en faire des billets réguliers, c'est qu'il y avait d'un côté les transports vus comme
un grand sujet sérieux économique avec des grandes infrastructures inaugurables, beaucoup d'argent, des choix politiques à long terme, des enjeux avec des élus très sérieux qui prenaient position, etc. C'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs en ce moment sur d'ailleurs le Grand Paris Express, sur les enjeux d'autoroute, de ferroviaire, la réforme ferroviaire. Il y avait tous ces enjeux-là et c'était traité de cette façon-là dans les journaux, dans les médias en général. Et puis de l'autre, le côté individuel et personnel des transports, notre façon à nous de nous déplacer, qui n'était pas traité du tout dans la même rubrique, mais traité de façon très un peu anecdotique en disant regardez, alors c'était avant encore les applis, mais c'était regardez, vous allez pouvoir maintenant en téléphonant avoir je sais pas quoi, à l'époque il n'y avait même pas encore Uber, mais avoir accès à un nouveau service, où la SNCF lance un nouveau service porte à porte pour vous permettre d'aller directement à la gare, où il y a une nouvelle trottinette, en effet, pas encore électrique à l'époque, qui est lancée. Donc c'était un peu anecdotique et c'était vous, votre quotidien des transports, et c'était traité dans les pages généralement, enfin moi je parle en presse écrite, mais dans les pages en gros services, les pages de la fin du journal pour parler ou les sujets de la fin du journal télévisé, ou etc. Et donc en fait ce qui m'a paru assez vite, c'est que le problème c'est que si on s'intéresse pas à l'usage concret des transports, ce que j'ai l'habitude de dire, si on fait un super méga train merveilleux, parfait, un métro super, etc., mais que devant la gare on a des flaques d'eau dans un trottoir en terre battue, ben, en fait ça sert à rien. Et donc l'usage il est très important. On a beau effectivement faire des financements extraordinaires pour tout un tas de moyens de transport, à commencer par le routier, parce que c'est ça qui coûte quand même le plus cher. Si tout est bouché du matin au soir parce qu'en fait on pense que par principe tout le monde se déplace en voiture, et ben finalement le résultat c'est que les gens sont pas contents. Et par ailleurs, et ça ajoute donc voilà, mon idée c'était un peu de faire ça, de faire le lien entre cette mobilité sérieuse, disons, et puis la mobilité quotidienne que nous vivons tous. En fait il y a énormément de liens. Et puis la deuxième chose c'est que malgré tous les efforts qui sont faits depuis des décennies quand même, au nom de différents idéaux d'ailleurs, ça a été le développement durable, et puis l'environnement, maintenant c'est la pollution, et puis parfois c'est la sédentarité, etc., en disant on fait autre chose que la voiture, en fait, en gros, c'est-à-dire on fait, parce qu'il n'y a pas de place, tout simplement dans les villes en particulier, on ne peut pas mettre toutes les voitures au même endroit, au même moment, donc on essaye de développer évidemment les transports publics, les bus plus ou moins efficaces, les tramways, les plans vélo et compagnie, etc. Malgré tout ça, en fait, quand on regarde ce qui se passe depuis plusieurs décennies, on continue à raisonner, il suffit de voir les raisonnements à tout niveau, médiatique, politique, économique, comme si finalement tout le monde avait une voiture et que c'était normal de se déplacer comme ça pour tous les trajets. Alors personne ne dit qu'il faut enlever la voiture partout, jamais personne n'a dit ça. Peut-être quelques militants cyclistes éventuellement, mais encore, je ne suis pas certain. Personne ne dit qu'il va demain rouler à vélo sur les autoroutes et puis c'est fini, il n'y aura plus de voitures. Personne ne dit ça. Par contre, on continue en fait à faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on continue à raisonner. Il suffit de voir ne serait-ce que les annonces le soir ça m'a frappé le soir du 31 décembre. Ne buvez pas, surtout pas trop, parce que il faut que quelqu'un ne boive pas trop, parce que comment vous allez rentrer chez vous? Ben, je ne sais pas, si je suis à pied, il n'y a pas de problème, si je suis chez moi, il n'y a pas de problème, si je dors chez mes amis, il n'y a pas de problème, etc., etc. Comment vous allez rentrer chez vous? Donc, sous-entendu en voiture. Et c'est vrai, absolument, les réflexes comme ça, on peut en trouver des tonnes dans l'actualité récente, sont systématiquement sous l'angle du tout voiture. Et donc là c'est un petit peu ça, donc je traite aussi de cet objet voiture qui est un objet absolument extraordinaire, parce qu'il suffit d'appuyer sur la pédale du pied, et puis on se propulse comme ça vite et loin surtout, et donc c'est quelle que soit sa forme finalement, quel que soit pratiquement son âge, à partir de 16 ans jusqu'à plus de 100 ans, voilà. Et donc c'est un objet extraordinaire, mais il a tellement de nuisances en fait, d'abord ça coûte cher quand même à acheter. Il y a des gens qui ne peuvent pas se le permettre quand on a 2, on a 3 voitures en plus, voilà. Ça prend de la place tout simplement, on le sait en ville, mais ça prend de la place partout. On sait que ça pollue, il y a les questions de CO2, il y a les matières premières qu'on va chercher dans le monde entier, il y a le bruit, il y a les infrastructures qui sont nécessaires à cet objet. Donc c'est un objet extraordinaire, mais avec toutes les nuisances qu'il
qui l'entraîne, il faut quand même se poser la question de savoir s'il est vraiment utile partout et tout le temps. Donc voilà, c'est un peu les deux lignes de force, mais il y en a d'autres aussi. Mais... J'ai une deuxième question large, générale, et après on rentrera un peu dans le détail. Est-ce que je me trompe dans une sorte de fil rouge qu'il y a dans le livre? C'est qu'à un moment donné, le fait que tu te mettes au niveau des usagers, sans paraphraser les Lefebvre et autres, mais qu'il y a un côté droit à la mobilité. C'est-à-dire dans le sens où à un moment donné, on voit bien que habiter la ville, c'est avoir évidemment un logement, un travail, et que de pouvoir se déplacer. Oublions pour l'instant le type de mode de déplacement, mais déjà se déplacer était devenu un facteur, je dirais, d'intégration assez fondamental. Et si on ne peut pas bouger, on se complique la vie. Alors, si je comprends ta question, en fait, il y a des gens qui se déplacent très facilement, sans aucune difficulté, et en avion, en train, en voiture, même à vélo, etc. Et qui ont tous les éléments, tous les habits de la mobilité, ils les connaissent, ils sont habitués, ils le font, ils savent comment ça fonctionne, ils savent comment on fait pour quand on entre dans un bus, il faut demander au chauffeur, il faut payer, etc. Ils ont les moyens de paiement, ils ont tout ça. Et puis il y a des gens qui sont très éloignés de tout ça. Je ne sais pas si c'est ça ta Oui, question. c'était un peu l'idée que, après tout, se mettre au niveau de l'usager, c'est aussi avoir accès à. Oui, alors même ceux qui sont très informés, etc., n'ont pas toujours forcément accès à tout, pas partout, et puis surtout on a différents niveaux d'information. Tout le monde, pardon, cette idée très répandue parmi les grands personnes qui réfléchissent à la mobilité, qui est que on va maintenant tout le monde a un smartphone et que ça va régler tous les problèmes, on va pouvoir se déplacer très facilement. D'ailleurs, on entend dans des colloques des gens qui expliquent maintenant, de toute façon, voilà, le premier outil de la mobilité, c'est ça, on le sort, on montre, voilà, c'est le premier outil de la mobilité. Bon, sauf que quand on regarde, et moi j'ai repris un article que j'avais fait là-dessus, qui était une étude de Keolis, un transporteur Keolis, qui disait c'était il y a 2 ans et demi, je crois, et il disait en fait, finalement non, tout le monde n'a pas forcément un smartphone, ou plus exactement, même ceux qui en ont ne s'en servent pas forcément obligatoirement pour se déplacer parce qu'ils ne sont pas forcément à l'aise avec ça. Une partie sont réfractaires. Il y a tout simplement un truc tout bête, je ne sais pas si je l'ai mis ça, mais que parfois les opérateurs sortent des applications qui vont vous aider à faire à régler tous vos problèmes de déplacement, sauf que des fois, il n'y a plus de place sur le téléphone, c'est tout bête, hein, mais des choses comme ça. Et donc, en fait, on s'aperçoit quand on regarde de manière détaillée, et j'ai revu il y a quelques jours la personne qui avait inspiré cet article-là, qui m'a expliqué, qui m'a dit ça n'a pas changé, on est encore en début 2019 avec une partie des gens, une partie non négligeable des gens, qui en fait sont à l'écart de cet usage-là de la mobilité, en tout cas de l'idée de se déplacer systématiquement avec un smartphone pour diverses raisons. Une partie sont très à l'aise, mais la proportion de gens qui sont très à l'aise a plutôt tendance à reculer. En fait, il y a moins de gens qu'avant, c'est de l'ordre de 10% des gens qui sont très à l'aise, mais c'est un peu moins qu'avant parce qu'on est toujours dépassé par une technique nouvelle, et même quand on est très à l'aise, il y a une technique nouvelle qui arrive, et donc on est un peu perdu. Et donc finalement, quand on regarde tout ça, on se dit peut-être que l'humain a plus d'importance, peut-être que les choses les plus simples sont les meilleures, peut-être pour prendre un exemple que je vois souvent, il faudrait mettre la même couleur pour les bus qui étaient avant à la région et ceux qui étaient avant au département, comme c'est le cas à Évreux, on m'a raconté ça, où il y a 2 bus, il y en a un vert et un blanc, et en fait les gens ne comprennent pas tout simplement pourquoi ils ne sont pas de la même couleur, mais parce que c'était des transporteurs différents qui se faisaient concurrence, il ne fallait surtout pas qu'ils aient la même couleur. Donc voilà, donc c'est des choses comme ça. Et puis par ailleurs, et ça j'ai repris ça aussi, c'est une étude d'une association WeMove, avec Total d'ailleurs, il y a quelques années, qui dit en fait il y a 8 millions de personnes en France qui ont des difficultés pour se déplacer, diverses et variées. Alors soit ils habitent dans des endroits qui ne sont pas desservis, on a beaucoup parlé de ça, soit tout simplement ils n'ont pas le permis de conduire, ils n'ont pas l'argent pour le passer, parfois ils l'ont, mais ils n'ont pas assez d'argent pour acquérir une voiture ou pour simplement pour mettre de l'essence dedans. Bon, ça, c'est pas ça qui coûte le plus cher, mais bon, il y a des bus qui passent devant chez eux, mais ils savent pas comment s'en servir, il y a des difficultés cognitives, ils n'ont pas l'habitude même de se déplacer même à pied dans le quartier, ils vont juste dans les quelques rues qui sont autour, et c'est une proportion non négligeable, on les oublie généralement, et quand la réponse arrive, elle est de 2 ordres, il faut de l'argent et il faut qu'ils passent le permis, et puis c'est tout.
Et c'est ce qu'on entend encore en plus en ce moment. Aujourd'hui même, il y a un rapport sur le permis de conduire. Le permis de conduire, le prix est trop élevé. Alors c'est vrai que pour les jeunes, c'est cher, je sais, mais c'est pas la seule manière de se déplacer. Alors surtout en ville, mais même dans des. Et là, après, il y a tellement de choses à raconter. C'est que moi, ce qui me frappe aussi, y compris dans le débat actuel, c'est que il y a une sorte de mélange. On s'est enfin rendu compte qu'il n'y avait pas une seule France. Bon, maintenant on est à deux là. En fait, il y en a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus de territoires, comme on dit plus province maintenant, c'est la région puis territoire maintenant, c'est bien. Hein. Et il y a tellement de choses différentes, c'est-à-dire que et bien sûr qu'il y a le centre-ville, et bien sûr qu'il y a la campagne éloignée, isolée, mais il y a tout un tas, et parfois quand on entend, y compris d'ailleurs des professionnels de la mobilité, des gens très, c'est assez étonnant, qui expliquent que en gros en dehors des métropoles, il y a rien. Et ah bon, d'abord il y a des villes moyennes, ensuite il y a des banlieues de villes moyennes, des banlieues de métropoles, des bourgades qui sont parfois reliées à une ville, des villages qui sont en progression démographique parce que ils sont pas très loin d'une ville et donc en fait ils finissent par il y a l'étalement urbain qui se poursuit, d'autres endroits au contraire qui sont en régression démographique, qui sont pas forcément moins lotis pour autant. Tout le monde ne fait pas le même type de trajet. C'est pas parce qu'on habite dans un endroit relativement isolé qu'on fait tous les jours 80 km. Peut-être on fait seulement 500 mètres parce qu'on va travailler pas très loin et on reste dans le village. Donc voilà, je suis étonné par cette méconnaissance en fait de la France qui consiste à considérer qu'il y a d'un côté les grandes villes qui auraient tout et puis le reste qui aurait rien. Voilà, je ne sais pas du tout si ça répond à ta question initiale. Alors comme je vois qu'il y a beaucoup de monde et on va essayer de donner le plus de temps à la salle, donc j'ai juste 2 questions. J'en avais plein, mais on va garder 2. Donc je me suis permis de faire des grandes masses, de regarder, on va dire, l'interurbain et l'intra-urbain. Alors il y a 2 chapitres que je me suis permis de lier, mais faire une question un peu générale sur, on va dire, l'interurbain, c'est le train, voire le train de banlieue, voire le RER. Donc il y a un vrai travail, des chroniques qui ont été regroupées, il n'y a pas de hasard. Alors, je ne sais pas si c'est le réhabiliter, mais de montrer qu'effectivement, alors il y a train et train, il y a le train des riches et le train entre guillemets des pauvres, je force le trait exprès. Et puis surtout, petit à petit, tu nous montres, et je voudrais que tu en dises quand même du côté de l'usager, que, on va dire, le transporteur met le paquet sur la modernité, et que l'usager, lui, déjà, il n'a pas forcément accès à celle-là, et que son quotidien commence à peiner. Alors, est-ce que, à ton avis, la clé, elle est vraiment, justement, de mettre le paquet sur ces transports du quotidien, que ce soit le train de banlieue, le RER ou que sais-je? J'ai l'impression que c'est pas le virage qu'on ait pris. C'est officiellement aussi. Officiellement, depuis longtemps, j'ai l'impression. Non, mais t'as raison, hein, en fait, t'as raison. Mais depuis 2012 au moins, Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF, dit priorité au train du quotidien. Depuis 2017, l'État dit la même chose, alors qu'il le disait un peu en sous-main avant, mais là, c'est officiel. Le problème, c'est qu'on n'est pas sûr du tout d'aller dans cette direction. Effectivement, là, il y a un paradoxe énorme, quand même, aujourd'hui encore en France, c'est que on a dit, puisque c'est ça, on ne fait plus de ligne TGV. Et d'ailleurs, y compris ces jours-ci, vous avez vu des élus, notamment dans le Nord, mais un peu partout aussi, qui disent on va nous supprimer des liaisons directes de TGV avec Paris. Donc, le maire de Douai a dit il y a 30 000 habitants à Douai, et puis on nous supprime le train direct pour Paris. Sauf que, désolé, ce dont ont besoin les habitants de Douai, c'est avant tout des trains pour Arras, pour Lille, et puis éventuellement pour Valenciennes, etc. Mais c'est pas nécessairement d'aller tout le monde à Paris. Il y en a quelle est la proportion des Douaisiens, je crois que c'est Douaisiens qu'on dit, mais qui vont à Lille tous les jours, je pense que ça dépasse certainement pas 5%. Donc la question est, et il y a des trains indirects en effet, et voilà, donc il y a des choix à faire. Bon, ça c'est une première chose, mais effectivement, il y a un paradoxe, c'est qu'on dit, bon, très bien, on arrête les grandes lignes, les nouvelles lignes grande vitesse dans toute la France, bon. On dit aux régions, débrouillez-vous avec les lignes secondaires, considérées les petites lignes, comme on dit, et puis finalement, d'ailleurs, vous voyez, hein, la ligne près de Perpignan, sur laquelle il y a eu un accident l'an dernier, avec en fait un accident routier, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu je sais plus combien de morts, des enfants qui sont morts dans un car scolaire, elle n'a pas réouvert depuis. Voilà. Au passage, je ne sais pas s'il y a un grand complot, je ne pense pas, mais en tout cas, le fait est que les lignes ont tendance à fermer, qu'on ne fait pas attention, qu'on ne les met pas en... Il y a comme ça toute une série de trains que je prends régulièrement ou irrégulièrement, et je m'aperçois que c'est très lent. L'autre jour, j'étais dans le Niort-Royan, mais alors c'est d'une lenteur incroyable. Alors moi, ça ne me dérange pas trop, je regarde, j'aime bien, et c'est un des aspects aussi, c'est que se déplacer, moi je trouve ça toujours
intéressant, je trouve ça, on était toujours amusant d'une certaine façon quand on prend le côté plaisir de la chose, mais bon. Et voilà, en gros on dit, premièrement, plus de TGV, deuxièmement, les petites lignes, débrouillez-vous, donc en gros ça veut dire plus de petites lignes, sauf si vous avez des sous pour les entretenir, et puis nous, en Ile-de-France, on nous fait notre super métro à 35 milliards d'euros officiellement, on est pour moi à 40 déjà, et on fait toutes les lignes parce qu'on a promis aux élus depuis 2008 ou 2011 officiellement, 2009-2011, on a promis aux élus qu'on allait qu'on allait régler grâce à ce truc-là tous les problèmes de l'Île-de-France d'un seul coup, les problèmes de transport, les problèmes de logement, les problèmes d'emploi, etc. Dans une région totalement hypertrophiée. Et en plus, il y a encore un sondage qui vient de sortir aujourd'hui, il y en a plein, c'est pas seulement des sondages, c'est aussi des impressions qu'ont les gens, mais quand il y a des sondages, c'est plus marquant, où il y a quand même une proportion beaucoup plus importante qu'ailleurs dans notre région, de gens qui veulent la quitter, ou qui considèrent que les conditions de vie ne sont pas agréables, notamment pour des questions de transport. Alors qu'on peut effectivement, et justement grâce à nos merveilleux smartphones, mais aussi évidemment grâce à toute la technique qui est présente, il y a toute une série de métiers, toute une série des fédérations professionnelles, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, parce que j'ai parlé récemment avec des gens, mais évidemment les universités, toute une série d'institutions qui pourraient être ailleurs qu'en Île-de-France. Qu'elles soient dans le centre d'une ville, les universités, ça semble logique, mais qu'elles soient au milieu de l'Île-de-France, sur un plateau venteux, mais où il n'y a pas d'accessibilité ou peu d'accessibilité, franchement, ça serait mieux dans le centre de Narbonne ou Dunkerque. Et donc voilà, donc il y a un paradoxe, et que, là encore, je ne sais plus si ça répond à ta question du début, mais j'ai essayé de montrer ça aussi, c'est-à-dire franchement, il y a une question qui va se poser dans les années à venir, c'est à quoi vraiment va servir le Grand Paris Express. Donc ça c'est une... Et puis est-ce que le lien va être fait avec le transport. Donc là il y a plein de choses à raconter, j'en parle un petit peu, mais j'en parlerai aussi probablement plus tard dans un autre bouquin. Et puis je voulais ajouter cet aspect-là, c'est-à-dire qu'en fait, ce que quand on en a parlé avec Thomas, c'est aussi... La mobilité, c'est pas justement des sujets un peu lourds pour chacun d'entre nous, c'est pas juste quelque chose de... Donc j'ai remis des articles, j'ai choisi des articles qui sont un peu... qui ont a priori pas grand chose à voir, mais ça m'amuse, les panneaux par exemple, les panneaux de civilisation, je trouve ça rigolo. Il raconte des choses, il y a le petit bonhomme qu'on voit tout le temps qui fait tout un tas d'acrobaties pour prévenir des dangers, on voit des cartes sur des cartes murales sur des panneaux avec des cartes Michelin, etc. À force d'observer les villes, je me suis aperçu de beaucoup de choses. Il y a par exemple les blocs de béton, maintenant, qui sont des nouveaux venus dans les villes, parce qu'on met des blocs de béton pour prévenir les attentats à la voiture bélier. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces blocs de béton, en fait? C'est un nouveau mobilier, c'est un peu immobilier urbain, si on peut dire, parce que c'est lourd. Qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on les met? Est-ce qu'on protège toute la ville comme ça? Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que du coup, on sépare une zone complètement piétonne d'une zone qui ne l'est plus? Est-ce qu'on les décore éventuellement pour en faire autre chose que des blocs de béton? Est-ce qu'on en fait des bancs, par exemple? Voilà, ça pose toute une série de questions, et je trouve que se déplacer, c'est aussi... c'est quoi l'expression? C'est des moments de grâce, bon, peut-être, mais en tout cas c'est aussi des choses qui enrichissent la vie, le moment. Ça peut être aussi très agréable de se déplacer, et tant mieux, et on peut en faire quelque chose de ce déplacement. C'est plus agréable de se déplacer dans un train même assez lent que dans un car, parce que dans un train, on a le temps on peut dormir plus facilement, il n'y a pas la radio, souvent il y a la radio dans les cars, on peut travailler plus facilement, on peut se lever tout bêtement, on peut manger, alors que dans les cars c'est interdit, etc., etc. Donc il y a toute une série je trouve que j'aime bien m'intéresser à la mobilité aussi de cette façon-là. Dernier point, donc on a vu un peu, c'était un peu aussi une façon de présenter le livre, disons on va dire l'interconnexion urbaine, et puis il y a les déplacements dans la ville. Alors, restons sur une position, c'est un postulat que je prends vaguement provocateur, d'alternative à l'automobile. Donc en ville, alors à Paris, on n'est pas forcément un bon exemple, on est surreprésenté, il y a une grille de métro absolument incroyable, mais on va dire, voilà, donc il nous reste dans la ville moyenne, l'autobus et la bicyclette. Et aussi se déplacer à pied. Alors, ma question est, parce que j'ai cru lire ça ailleurs que dans ce bouquin, mais comme tu développes beaucoup ces thématiques avec différentes chroniques, est-ce qu'il faut opposer les modes de transport? Est-ce que la seule façon d'imposer, on va dire, des déplacements doux, pour prendre cet exemple, est vraiment de s'opposer à la voiture, où il y a une possibilité de faire cohabiter les choses? À ton avis, est-ce que c'est jouable, ou sinon, non, il faut être radical?
Maintenant, il faut éjecter la bagnole coûte que coûte, autant que faire se peut. Moi, en tant que libraire, j'ai besoin d'être livré, mais bon, voilà, de façon autant que faire se peut. Est-ce que c'est ça l'objectif ou la façon dont tu as envie que la ville évolue de cette façon-là? Alors, en fait, oui, il faut opposer les modes, mais ça ne veut pas dire éjecter forcément la bagnole. Parce que ça ne veut pas dire que quand tu dis je prends une file de voiture pour en faire autre chose, ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas une autre file, en fait. Donc ça ne veut pas dire éjecter la voiture. C'est ça qui est compliqué, en fait, dans cette affaire, c'est que... Alors on t'écoute. Non, mais cette histoire de rapport à la voiture, qui effectivement est ce moyen de transport rapide, simple, qu'on connaît, le problème, c'est qu'il y a tellement de nuisances, donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Notamment, cette nuisance de l'espace en ville, c'est assez... On comprend très facilement. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? À un moment, on a intérêt, tout le monde a intérêt à ce que ceux qui peuvent se déplacer autrement le fassent. Pour des raisons d'espace, pour des raisons, toutes les autres raisons sont là aussi, évidemment, le bruit, le climat, le CO2, la pollution, tout ce qu'on veut, etc., les matières premières, vous pouvez toutes les ajouter les unes au-dessus des autres, elles sont cumulatives, ces éléments-là sont cumulatifs, mais comment on fait? Alors, évidemment, si on part du principe, et c'est moi je me heurte souvent à moi, on se heurte beaucoup, on est beaucoup à se heurter à ça, à constater ça, c'est le réflexe qui est « Ah non, mais on ne va pas opposer les modes ». C'est surtout quand on a cette petite phrase qui arrive, la maire de Nantes, elle aime bien dire ça, Johanna Roland, on ne va pas opposer les modes. Et donc ça veut dire clairement, on ne va quand même pas empêcher les gens qui n'ont pas, qui n'ont pas le choix de se déplacer en voiture à ceux qui auraient tout à fait le choix, et même presque le privilège, de se déplacer autrement, en bus, en tramway, à vélo. Bon. Et le problème quand on dit ça, en fait on ne fait rien. C'est-à-dire que d'abord c'est faux, parce que quand la maire de Nantes, désolé pour elle, mais enfin elle n'est pas la seule à le dire, fait une ligne de bus direct ou qu'elle fait un tramway, en fait elle prend de la place à la voiture pour les donner à ces transports-là. Et puis quand elle fait des pistes cyclables, ce qu'elle fait aussi de temps en temps, elle fait la même chose, c'est-à-dire qu'elle fait des choix et elle dit, donc premièrement elle fait l'inverse de ce qu'elle dit, et deuxièmement, quand on entend ce discours-là, il ne faut pas opposer les modes, chacun se dit après tout, oui c'est vrai, opposer, donc on n'a pas avec tous les problèmes qu'on a en ce moment, si en plus on oppose les modes, bon. Et en fait, non, c'est pas les gens qu'on oppose ou qu'on n'oppose pas. D'ailleurs, on parle pas, l'idée c'est pas du tout d'opposer les gens, parce que sinon ça voudrait que les gens ils sont dans un mode. En fait, il y a ce réflexe-là. Alors lui, il est automobiliste. Alors on dirait qu'il est né avec sa voiture dans les bras, et celui-là, il est cycliste, il est né avec les pédales sous les pieds. Bon, en fait, non. Puis en plus, l'intérêt est précisément que les gens changent. Et puis on n'utilise pas les mêmes moyens de transport pour tous les trajets. Il y a des gens qui, effectivement, leur réflexe aussi, ça. Il y a des gens qui utilisent que leur vélo aussi, que à pied. Et il y a aussi une partie des gens qui font tout en voiture, y compris les trajets de 300 mètres. Donc là, il y a un problème, en effet. Sauf s'ils n'ont vraiment aucun moyen de faire autrement, etc. Mais à un moment, il y a juste une question qui est celle de l'espace et comment on fait pour organiser la ville. Oui, il faut opposer les modes, mais j'espère avoir été clair, ça ne signifie pas qu'on interdit la voiture, ça ne signifie que tu pourras quand même te faire livrer probablement en voiture aussi, même s'il peut y avoir ça peut être différents types de véhicules comme à Strasbourg, qui soient moins polluants, etc. Ou pour certaines petites livraisons, ça peut être autrement qu'en voiture, mais donc voilà. Et je pense qu'il y a des choix à faire à un moment. Autre exemple, pour sortir de la ville, de l'élément purement urbain, quand on a décidé, quand le gouvernement a décidé il y a 3 jours, la semaine dernière, de dire on va faire le Charles de Gaulle Express. Alors Charles de Gaulle Express, c'est pas le Grand Paris Express qui fait le tour le 8 de Paris, c'est la liaison entre Gare de l'Est et Roissy, qui est une liaison qui va emprunter des voies qui sont parallèles au RERB, et qui sont utilisés par le RERB en cas de mode dégradé, comme on dit, c'est-à-dire en fait en cas de difficulté, ce qui arrive quand même très souvent dans le RERB. Je pense que une partie d'entre vous, si vous le prenez, vous le savez, et le A, c'est pas beaucoup mieux. Donc, en clair, il y a un moment où il y a un choix qui a été fait. Je ne sais pas s'il a été d'opposer les modes ou pas, mais enfin, il a été fait de prendre de la capacité possible potentiel au RERB pour le donner au Charles de Gaulle Express. Et moi je pense que là il faut effectivement opposer les modes, c'est-à-dire qu'il y a un choix à faire. Est-ce qu'on essaye d'éviter la dégradation, parce que la SNCF francilienne et la région Île-de-France disent comme ça que les années, je suis désolé pour les gens qui prennent le RERB, mais 2018-2024 vont être une catastrophe, ça va empirer sur le RERB, et ils disent soit on essaye de limiter ça,
soit on fait notre super métro, d'ailleurs assez bizarrement dont le prix du ticket a déjà été fixé depuis longtemps, c'est 24 €, peut-être qu'il augmentera d'ici là, en prenant éventuellement de la capacité au RER B, et qui ne va rien désengorger en plus, parce qu'il y aura 17 000 par jour d'un côté que 900 000 de l'autre. Et puis il y aura, même s'il n'y a pas d'argent public officiellement, en fait en réalité il y en aura, parce que tous les gens qui prennent l'avion paieront un peu, et puis surtout il y aura quand même un prêt, donc finalement il y aura une forme de financement public, en tout cas par la dette, et c'est quand même important aussi ce truc-là. On revient en questions d'argent en fait, qui sont voilà, l'usage, et rejoint très vite en fait les questions des grands éléments de dette publique. Et donc voilà, donc effectivement il y a un choix à faire. Est-ce qu'on privilégie les touristes parce que c'est très important, la première destination ce qu'il faut, et puis les gens vont venir et encore plus venir, etc. Est-ce qu'on écoute seulement ceux qui arrivent de Londres en avion ou de New York en avion, ou est-ce qu'on écoute les usagers de l'Île-de-France qui en fait au passage sont quand même... c'est là où se matérialise ces 10 millions d'habitants qui vivent en dehors de Paris, en Île-de-France, c'est là où se matérialise l'hypertrophie parisienne. On critique beaucoup Paris dans ce pays, parfois à juste titre, parfois de manière caricaturale évidemment, mais c'est quand même, Paris 2 millions, ça n'aurait pas du tout ce poids et cette force sans tous les gens qui habitent autour et qui viennent régulièrement y travailler, tous les éléments qu'on externalise en dehors de Paris, bien sûr les déchets, les cimetières, tout ça, mais aussi toute une série des hôpitaux, toute une série d'éléments qui sont voilà, toute une série de choses. Donc ça ne serait rien. Paris ne serait rien sans cette région. Donc est-ce qu'on privilégie, et par ailleurs je reviens à mon constat de tout à l'heure, même si je suis désolé, c'est un peu ça va, j'ai conscience que ça part un peu dans tous les sens, mais simplement effectivement alors même qu'une bonne partie des habitants veulent quitter la région et que dans les villes moyennes on aimerait avoir davantage d'habitants, et surtout davantage d'habitants dans les villes directement et pas forcément tout autour. Je promets que c'est la dernière Oui. question. Ah, t'as encore une question? Non, c'est la dernière. Non, parce que c'est un truc important qui est un peu abordé, parce que c'est vrai que tu as eu raison, mais j'allais en parler, mais c'est vrai qu'il y a une diversité, il y a des papiers très drôles, enfin vous verrez ça. En bon commerçant, je fais du teasing. Mais une chose qui est essentielle dans la ville, c'est le transport de marchandises. Je suis un des acteurs d'accompagnement de la catastrophe. En clair, un clic, on ne sait pas ce qui se passe. Et tout d'un coup, les gens le livrent, et en plus, je l'accompagne en plus, parce que nous, avec mon camarade, alors même si on a une navette électrique, on a pris le chemin de ça pour des questions de survie. En tout cas, des visions à court, voire moyen terme. À long terme, ça c'est sûr que non. Donc, comment tu vois cette contradiction absolument hallucinante de cet usage d'une facilité, mais qui est maintenant spectaculaire, dans 3 clics, de faire venir n'importe quel produit à sa porte venant du monde entier? Est-ce que là, on n'est pas dans la... Voilà, est-ce que ça cristallise pas toute la contradiction qu'on est en train de vivre et dans laquelle on va? Alors, si, bien sûr, tu viens de le décrire, on fait comme si le transport n'existe pas. Et c'est peut-être ça, en fait, finalement, l'idée de s'intéresser à ce sujet-là, c'est que souvent, on oublie que le transport existe. C'est les discussions, de toute façon, on va mettre la zone industrielle à cet endroit-là, parce que comme les gens, ils iront là-bas. Ils iront, le verbe aller. En fait, non, ils vont conduire. C'est pas... Voilà. Et donc, on oublie le transport. On oublie, ça a 10 minutes. On oublie, en fait, la mobilité. On la passe sous silence. Et moi, je pense que c'est un élément tout à fait d'abord structurant de nos vies. On le sait, chacun d'entre nous. Et en plus, ça a plein d'effets. Et donc, effectivement, pour le transport de marchandises, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on oublie. On a... Internet m'a pas livré. Et c'est pas Internet qui livre, hein, c'est le chauffeur de la camionnette blanche qui est garé sur la piste cyclable ou sur le trottoir, en fait, et qui est mal payé. Donc c'est pour ça qu'il s'est garé sur le trottoir ou sur la piste cyclable, parce qu'en fait, il faut qu'il fasse de plus en plus de livraisons. Ou c'est c'est le type qui passe en moto et qui fait, ou en scooter polluant là, et qui prend le sens interdit, ou qui prend la piste cyclable lui aussi ou le trottoir, et qui vient vous apporter votre repas comme ça. Voilà, oui, on m'a livré. Et ça c'est offert, hein, n'est-ce pas? Les frais de port sont offerts. Mais non, c'est pas offert, c'est au détriment de tout le reste, au détriment de la société. Donc, alors, bien sûr, ça se matérialise en ville de cette façon-là, ces fameuses livraisons, ce fameux commerce, ce l'e-commerce en fait. On dit e-commerce, mais c'est plutôt du l'e-commerce dans le sens où on est un peu allongé et puis on est sur son lit, c'est du l'e-commerce. Et on se fait comme ça livrer, et puis en plus, ça a des conséquences en dehors de la ville. Alors, j'ai pas la réponse, c'est-à-dire que évidemment, le fait de dire ça ne va pas forcément dissuader tout le monde. C'est pas ça l'idée, c'est qu'en tant qu'observateur quand même privilégié,
Est-ce que tu vois une vraie réflexion globale sur ces questions? Parce qu'on voit vraiment Ça commence. l'usage de facilité. Enfin, on sait, on a les chiffres. Un pourcentage, je crois que c'est 70% d'entrée de camionnettes supplémentaires dans Paris, même dans le Parisien. C'est la doxa, le Parisien. Donc voilà, donc on a vraiment, on est dans une... Et c'est pas des voitures électriques. Donc c'est question... et puis toute l'occupation de l'espace, tout ce qui va avec. Donc, non, mais et ça, c'est exponentiel. Il y a des villes qui commencent à prendre des mesures. Strasbourg, par exemple. Ils ont vraiment pris là, ils ont décidé, ils ont fait ça il y a... C'est pas étonnant que c'est toujours les premiers à faire ça en France, hein. Ils ont réfléchi longtemps à cet aspect-là, à la place de la voiture en ville, donc ils se sont aperçus que les rues piétonnes n'étaient plus du tout des rues piétonnes entre 8h et 13h, donc ils ont organisé, ils ont limité en fonction du tonnage, de la motorisation, laissé par contre les vélos cargo qui vont... Les vélos cargo vont pas te livrer tout ça. Par contre, certains trucs, oui. Et puis, non, mais je sais que tu en as un. Mais simplement, c'est 50 juste, kilos, je peux pas les plus. Non, 50 kilos, non. Mais si c'est encore 50 kilos, en fait, un vélo cargo peut. Non, mais moi je peux. Je fais ça. Voilà, Je fais même 50 plus. kilos, tu peux, jusqu'à 300 en réalité. Mais par contre, oui, c'est pas forcément tout. Mais simplement, là, le problème, c'est qu'on a le réflexe systématiquement qui nous. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, il y a le problème en dehors de la ville. Et en fait, on s'aperçoit, aujourd'hui, les hypermarchés ont moins la côte, il y a moins d'investissement parce que ça marche moins bien, parce que les gens ont ras-le-bol de faire leur course du samedi, machin, qu'il y en a trop, qu'on continue à en construire, en City en particulier, mais qui est une zone commerciale, hein, c'est bien d'autre que ça, hein, quand même pas l'oublier, c'est aussi une zone d'activité et puis une zone de loisirs, mais enfin, ça va être une zone commerciale avant tout, on sera là pour dépenser des sous et c'est uniquement pour ça. Les zones commerciales ont moins la côte malgré tout. Les investisseurs se disent bon, quand même, on ne peut plus. Et donc là, ils se dirigent, ils commencent à investir dans les zones d'activité, dans les zones de logistique. Et ils se sont rendus compte que les zones de logistique pouvaient être beaucoup plus rentables finalement, précisément parce que tout le monde se dit je vais me faire livrer, on n'a qu'à appuyer sur le bouton, etc. Sauf que, et ils le disent comme ça aussi, si on veut raccourcir de moitié le temps de livraison pour un consommateur, et donc aussi le temps de retour, parce qu'on oublie qu'il y a le retour à chaque fois, les gens qui ne sont pas contents, ou qui ne font seulement pas être contents, qui ont porté le vêtement une soirée, puis qui le rendent après, etc. Et si on fait ça, ça veut dire qu'il faut 2 fois plus d'espace pour les entrepôts. Parce que si on veut aller plus vite pour aller chercher les objets où ils se trouvent, il faut avoir des avenues plus larges, il faut avoir des camions parfois plus grands, mais surtout en fait, plus d'espace entre les différents entrepôts, etc. Donc en fait, il y a cette question-là. Alors, elle ne se pose pas vraiment encore dans ces termes-là dans le débat public. Je pense que les arguments malheureusement à la fois environnementaux, rationnels, d'occupation d'espace, sociaux liés à la condition de travail des gens qui bossent chez Amazon et compagnie, etc. Tous ces arguments-là, ils ne suffisent pas en fait. Je pense que c'est exactement comme les autres questions d'environnement, ça ne suffit pas, malheureusement, pour convaincre les gens. Par contre, il peut y avoir d'autres éléments, et en particulier, c'est la convivialité. On est dans une librairie, on peut se voir, se parler, c'est quand même plus sympa. Donc j'arrête. Voilà. Est-ce que vous l'avez sous la main? Profitez-en. Donc, qui a des questions? Moi, je peux tenir. Allez-y, je vous en prie, monsieur. J'espère que ça va pas être trop fouillis non plus parce que j'ai en fait plein de questions, alors je vais essayer de tout cumuler en une question. Notamment partir d'un constat. Tout à l'heure tu parlais du fait qu'il n'y a pas de personnes, d'associations ou d'institutions qui soient fondamentalement contre la voiture. Et vous parliez de radicalité. Moi, je fais partie, effectivement, tu le sais, d'une association qui, là, pour le coup, milite effectivement pour l'exclusion de la voiture des villes, et notamment des cœurs de ville. La première question, ça serait de savoir pourquoi il n'y a pas, justement, un vrai débat démocratique sur le sujet. C'est-à-dire que nous, ce qu'on prône, c'est d'abord et avant tout ça. C'est-à-dire... Si vous le souhaitez, dire de quelle association... Vélorution par Île-de-France. Donc l'idée c'est simplement de dire au moins qu'on pose la question. Il y a en ce moment le mouvement des Gilets jaunes, on peut en penser ce qu'on veut, mais il y a avant tout dans ce mouvement quelque chose qui est une remise en question du fonctionnement démocratique de nos institutions, du quotidien, de la proximité, que ce soit de la mairie jusqu'à l'État. Je reprends, puisque c'est un sujet que je connais un petit peu, l'Île-de-France, c'est 41 millions de déplacements par jour, et c'est 58% de déplacements pour moins de 5 km.
Donc la question qu'on pose à chaque fois, c'est pourquoi on a besoin d'une voiture pour la grande majorité des gens, hein, je ne parle pas pour la totalité, mais pourquoi on a besoin d'une voiture pour moins de 5 km. Et ça, on parle de l'Île-de-France, c'est-à-dire des 12 millions de personnes qui sont en Île-de-France. Donc ça, c'est la première question, en tout cas sur l'aspect démocratique. Pourquoi c'est pas discuter démocratiquement, de façon avec, pas faire un référendum, est-ce que vous êtes pour ou contre, parce que là, de toute façon, on sait très bien ce qu'il en ressort, mais avoir un vrai débat démocratique sur la place de la voiture et jusqu'où on met le curseur pour descendre cette place de la voiture. Et la deuxième question, ça serait sur le Grand Paris. Aujourd'hui, tu as mis dans le blog quelque chose concernant notamment la place des stationnements vélos sur le Grand Paris. Tu as parlé aussi du Charles de Gaulle Express. En fait, c'est deux questions en une. Le Charles de Gaulle Express, est-ce que c'est pas un peu un cheval de Troie pour justement monter après vers ou avoir un prolongement vers Europa City, vers la zone du triangle de Gonesse? Est-ce qu'il n'y a pas des raccordements, des choses comme ça? D'accord. Et l'autre question, c'est, là encore, pas de débat démocratique. C'est-à-dire qu'on en est pour l'instant à 35 milliards. Toi, tu disais plutôt 40 sur le fonctionnement. On sait probablement que ça va encore augmenter. Moi, j'ai regardé les délais d'amortissement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois que sur 35 milliards, on est à 2081. Donc, voilà, moi, je pense que je serais déjà mort. L'amortissement, voilà, moi, je serais déjà mort, mais bon, c'était la même chose pour le métro parisien. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas de discussion. Réellement, c'est le fait du roi. On décide de faire pour désenclaver en fait tous les territoires d'Île-de-France, de faire un super métro qui va coûter une vraie fortune, plutôt que d'imaginer autre chose. Et la question là-dessus, c'est de savoir si est-ce que c'est pas quelque chose qui est fait à dessein, parce qu'il y a dans l'esprit des politiques et des institutions elles-mêmes toujours une manière très productiviste, très capitaliste, très voilà, on construit, on fait des transports, on fait de l'immobilier, on fait de l'étalement urbain, et puis ça fait marcher le commerce, quoi. Voilà, on fait fonctionner le système, quoi. Alors, c'est marrant parce que quand même, tu dis pas, Vélorussion ne dit pas que il n'y aura aucune voiture, en fait, malgré tout, puisque tu dis le plus possible. Donc, oui, c'est ça. C'est ça que je dis moi toujours. Jusqu'où on descend. Voilà, jusqu'où on descend, et effectivement, après on peut mettre le curseur, mais simplement ce que je réponds souvent ça à des gens qui me font la remarque, quand je leur dis, vous savez, il y a trop de voitures, manifestement ça pose beaucoup de problèmes, ils me disent, ah mais il y a des gens qui peuvent pas faire autrement, mais j'ai pas dit le contraire. Donc je reprends ça, parce que bon, ça c'est la première chose. Attends, alors il y avait la question sur le Grand Paris, ça je m'en souviens, et la première c'était quoi? Ah oui, est-ce que c'est... Alors, mais non, mais enfin, on est dans une... Enfin, là, on n'est peut-être pas d'accord, mais il me semble qu'on est dans une société hyper démocratique. On peut dire manifestement tout ce qu'on veut, écrire partout. Mais ces sujets-là, moi j'avais vu aussi quand je m'étais intéressé Enfin, quand je me suis intéressé, enfin c'est pas du passé, c'est quand je continue de le faire en fait, finalement, en vie moyenne, c'est que les sujets des extensions commerciales en particulier, c'était pas du débat politique. Ça commence un tout petit peu à le devenir. C'était juste, c'est encore dans beaucoup d'endroits, on fait une nouvelle extension, on veut faire venir Ikea, on fait un nouveau Leclerc, on fait venir une entreprise qu'on met dans la zone machin. C'est ce qu'on appelle du DAVECO, comme disent les élus, du développement économique. Et puis c'est tout. C'est pas dans le débat politique. Tout le monde est d'accord, c'est normal. Les partisans de Notre-Dame-des-Landes, il y a quelques années, les élus partisans, ils étaient très surpris que des gens puissent s'opposer à ça, parce que ils disaient mais c'est du DAVECO, nous on a toujours fait ça, on a développé la région, c'est très bien. Et donc c'était pas devenu, c'était pas entré dans le débat. Et là, je pense que c'est un peu pareil pour la mobilité, pour les transports. Le développement des autoroutes, ça faisait pas débat. C'était normal, on le faisait, ça continue, c'est bon pour la croissance, effectivement, c'est accepté comme tel. Il y a peut-être une part d'idéologie chez certains, mais aussi une part ça c'est une expression d'Éric Hamelin, la pente la plus douce, ça semble être la chose la plus simple à faire. C'est la normalité. Et c'est pareil pour les grandes infrastructures, il me semble. On n'entre pas, alors, où est-ce que... s'il y a finalement assez peu, là, tu as donné la réponse dans la question, tu dis si on faisait un référendum, ce serait raté. Bah oui, parce que tout simplement le débat il n'est pas encore là. Quand on demande aux gens d'une ville de pavillonnaire, est-ce que vous trouvez qu'on va trop vite dans votre rue? Ils vont dire ah oui, on va trop vite, les gens vont trop vite en voiture, c'est pas possible, il y a mon chat qui s'est fait écraser, tout ça.
Et si on leur dit, ben, dans ce cas, on peut passer à 30 km/h partout. Ah non, non, pas du tout, parce que moi, je continue à aller vite dans les rues des autres. Donc voilà, donc le débat, il est parfois, et la maturité, ça dépend. Et alors le problème de ça, c'est moi, je me pose la question, parce que le nombre de conférences que j'ai faites partout, où à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Ah, mais ma voiture, bon, et vous voulez interdire la voiture ?» Bon, bref, et à chaque fois, quand ça revient, le problème, c'est que quand on a compris que c'était beaucoup plus complexe, que cette histoire de mobilité était beaucoup plus complexe que simplement j'appuie sur un bouton, maintenant pratiquement c'est ça, une voiture c'est ça aujourd'hui, j'appuie sur un bouton ou je tourne éventuellement une clé encore, et puis et puis voilà, il faut que ça fonctionne, mais il y a parfois des passagers du train qui raisonnent comme ça, quel scandale, j'ai 300 km à faire et je suis arrivé avec 10 minutes de retard. Bah, oui, bon. Et donc, tant qu'on n'est pas... comment ça se fait alors que quand on a compris que c'était plus complexe, les gens qui n'ont pas encore compris, qui croient qu'il suffit d'appuyer sur le bouton, bah, voilà, on ne comprend pas. Nous-mêmes, on se dit, mais attends, moi, j'ai compris depuis longtemps que ça ne suffisait pas. Et donc, effectivement, c'est au fur et à mesure, c'est un par un, c'est ce qu'on est en train de faire. Moi, je trouve ça toujours passionnant, ces histoires de mobilité. Il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, mais quand tu vois arriver sur Twitter, je ne sais pas qui dit quel scandale, on a fermé les voies sur berge, voilà, je ne peux plus passer. Bon, bah, ok, d'accord, mais il y a l'intérêt collectif, il y a tout le reste, il y a la création d'un parc urbain, il y a plein d'éléments. Et le réflexe individuel, c'est pour ça que moi j'étais furieux il y a 3 mois là, simplement, j'étais furieux, parce que moi ça fait... Enfin, moi, bon, il y a plein de gens surtout, parce que moi finalement là j'ai l'impression de dire des trucs, je suis pas tout à fait journaliste, je suis pas... Bon, ça n'est que des élucubrations de journalistes parfois, mais il y a quand même tout un tas de gens qui réfléchissent à ces sujets de transport depuis des décennies, qui ont fait des tas de bouquins scientifiques très précis, etc., que tu vends peut-être, et là on leur arrive dans la figure en leur disant de toute façon c'est fini, il y a des gens qui ont protesté sur un rond-point, donc c'est fini les taxes carbone, bah non on oublie tout de suite, et puis voilà, donc moi j'étais furieux, mais attends, ça fait quand même des décennies que les gens disent ça pour plein de raisons, on connaît les sujets, etc., certes ça suffisait pas, certes effectivement ça allait renflouer le budget, tout ce qu'on veut, il y a plein de critiques à faire là-dessus, mais et là il y a vraiment un manque de connaissances, un manque d'acculturation en mobilité, donc oui, je pense pas, en fait la réponse était dans ta question, c'est que malheureusement, si on faisait un référendum, c'est pas sûr. Ça dépend où. Ils en ont fait un à Strasbourg il y a combien, 10 ans, Eric 2010, je crois, hein, sur le passage à 30 km/h. Et en fait, il y a tout un tas de gens qui se sont opposés, et très vite, le référendum a été perdu, donc c'est-à-dire 55%, 55, pas 75, 55% des Strasbourgeois ont voté contre le passage à 30 km/h. Je me laisse répondre à la question. Monsieur. Bonsoir, merci pour votre intervention. Moi j'ai une petite question, un peu aussi. Il y a une antenne, Ah oui, voilà, merci à vous. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent que la solution c'est la voiture autonome, parce que c'est plus flexible, parce qu'il y a déjà un réseau routier maillé, et que ça sert à rien de faire du train ou du bus ou du transport en commun, parce que il faut miser sur la voiture autonome. Ils disent plus trop ça justement, ils ont changé d'avis. Ils sont en train de se rendre compte que ça ne va pas régler tous les problèmes. Quand quelqu'un dit la solution c'est ça, forcément faux. C'est pas possible. Hein. Les mobilités ne se réduisent pas à une seule solution, quel que soit même si Olivier me dit la solution c'est le vélo pour tout le monde, je ne te prendrai pas et tu ne dis pas ça. Donc voilà. Donc non, la solution c'est pas la voiture autonome pour tous les trajets. Et alors, d'une part, ça c'est une chose. Les gens qui le prônent depuis quelques années, en fait, sont en train de revenir un petit peu. Ils sont en train de dire, attendez, mais finalement, le fameux niveau 5, là, on n'est pas sûr de l'atteindre. On va peut-être se contenter du 4, donc ça veut dire qu'il y a moins de... Je sais pas, vous connaissez peut-être mieux que ça que moi en l'occurrence, mais ça veut dire qu'on n'a pas forcément toutes les fonctionnalités. Donc on est des voitures beaucoup plus automatisées, etc. Oui, d'accord, mais on ne va pas forcément, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a encore des tas de problèmes, que la voiture ne sait pas forcément distinguer, est-ce que c'est une flaque d'eau, est-ce que c'est un trou dans la chaussée, est-ce que ça reflète le ciel, on ne sait pas, ça dépend du temps qu'il fait, est-ce que sur le panneau stop, quand il y a des graffitis, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui est écrit, la personne qui est là à vélo, on ne sait pas, ils savent pas ce que c'est qu'un vélo. Les voitures autonomes, elles se disent, il va dans quelle direction? C'est comme la reine sur son... Elle peut aller dans toutes les directions, on ne sait pas. Alors, il y a quelqu'un, c'était Carlos Ghosn, qui a dit,
on n'a qu'à équiper tous les cyclistes d'émetteurs. Alors là, ça j'attends ça avec impatience parce que là, le premier truc qu'on va tous faire quand on est à vélo, c'est évidemment avoir 0 émetteur pour rien que. Je pense que les gens réussissent très vite à faire ça. Donc voilà. Donc non, c'est pas la solution. Et il y a même quelques années, j'avais rencontré un grand spécialiste des transports, un grand acteur de l'économie des transports qui me disait la voiture autonome dans les zones rurales, ça va tout régler, etc. Je lui dis, mais attendez, croyez. Et là, il dit plus ça maintenant. Alors. En plus, moi, les expériences que j'ai sont un peu... Enfin voilà, j'en raconte une dans le bouquin, mais je ne vais pas m'étendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on fait circuler le micro à la dame qui est tout au fond. Merci à vous. Moi, je pose une question parce que je suis une fille et que si on... En fait, alors je suis une amie d'Olivier, je suis la présidente de Femmes en Mouvement, qui est un réseau pour que les femmes prennent la parole dans les conférences sur la mobilité. Et je remercie Olivier qui a sélectionné dans son bouquin une chronique qu'il nous avait consacrée quand on avait fait notre première conférence. Et en fait, c'était Véronique Haché qui disait que dans les conférences, il ne faut pas que les filles se plaignent de ne pas avoir la parole à la tribune si elles ne sont même pas capables de poser des questions quand elles sont dans la salle. Donc là, je suis bêtement en train de chercher une question. Donc Olivier, est-ce que tu penses qu'avec plus de filles dans les instances de décision, est-ce que tu penses que par exemple des choix, par exemple sur l'histoire du CDG Express, moi je suis atterrée que ce soit Elisabeth Borne qui signe ce truc-là, parce que j'aurais espéré qu'elle ait un peu plus de courage que ça. Parce qu'on sait très bien que le CDG Express c'est pour valoriser ADP dans le cadre de la privatisation. Enfin voilà, une fois qu'on a dit ça, les 900 000 personnes en fait. Mais vous connaissez le CV d'Elisabeth Borne, enfin, ça n'a rien de surprenant. Non, Ces gens qui passent des phages en passant en fonction publique et tout, enfin je veux dire, c'est... Je sais pas, il y a une expression de l'époque, on appelait ça des collabos. Enfin, Il y a 20 ans, elle travaillait à la SNCF. voilà, Non, mais je suis pas aussi sévère que ça avec moi, je suis encore plus sévère que ça. Après, je ne sais pas si parce que c'est Elisabeth Borne est une fille. Ça, c'est bête. Ça, c'est minable. Non, là, je ne suis pas du tout aussi sévère que ça sur Elisabeth Borne. Oui, c'est vrai. Enfin, la réponse, quand même, effectivement, c'est pas étonnant quand on connaît son histoire. Et puis, elle a fait ce qu'on lui a demandé de faire aussi, tout simplement. Hein, dans beaucoup de cas, y compris récemment, on l'a vu, y compris dans la présentation de la loi sur la mobilité, elle a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Donc, voilà. Je l'aime bien, pour d'autres raisons, je l'aime bien. On n'aime pas forcément les responsables politiques. Donc, je la trouve intéressante pour d'autres raisons, notamment sur le plan vélo. Je ne sais pas ce que ça donnera. Mais parce que elle a compris que c'était un moyen de transport légitime, et c'est déjà énorme. Sa prédécessrice n'avait pas compris ça. Je suis pas sûr que c'est une question de genre. Et je sais pas. Pour répondre à ta question, quand on était dans cette conférence, ce qui m'avait intéressé, c'est que effectivement, c'était Véronique Haché, mais il y en avait d'autres qui étaient ex-Autolib, mais enfin bon. Et puis d'autres personnes qui disaient, quand on essaye d'intervenir dans des réunions sérieuses de grandes infras et tout, et qu'on pose des questions sur la praticité du truc, où est-ce que justement on va garer son vélo devant la gare, est-ce qu'on pourra facilement passer est-ce qu'il y aura un escalator à cet endroit-là, comment on fera, parce qu'évidemment quand on est enceinte, etc., bon, c'est plus compliqué. Donc est-ce que, et là, elle pose cette question et généralement on leur répond écoutez non, vous savez ça c'est pour une prochaine réunion, c'est une réunion annexe qui aura lieu la semaine prochaine. C'était dans la conférence que tu avais organisée. Donc peut-être, je pense que ça suffirait pas non plus, mais je sais pas. Voilà. Cela dit, pour rebondir sur ce que dit madame, il y a quand même un enjeu, et de ce que disait monsieur aussi sur la question démocratique. Et au-delà des politiques, on se retrouve confronté aussi à un autre problème. On ne peut pas dissocier, et d'ailleurs le livre est perlé de ça, dans le bon sens du terme, des questions d'urbanisme. Et si maintenant on se focalise un peu sur les questions d'urbanisme, on voit bien que le politique a de moins en moins son mot à dire, et que les opérateurs qui sont de plus en plus gros et de plus en plus puissants font la ville. On peut le tourner dans tous les sens, on peut me traiter de cynique ou de gauchiste, mais à un moment donné, le rapport de force est absolument déséquilibré. Et donc, ça pose quand même problème. Comment lutter, nous, collectivement, contre un acteur économique, quelle que soit sa légitimité à faire, dont son objectif est quand même faire du profit. C'est pas le bien commun. Alors, en fait, ce qui me rassure, c'est qu'il y a les citadins et les citoyens, en fait. Moi, je crois beaucoup à ça, en fait. C'est aussi pour ça que je trouve qu'il faut parler de ces sujets. C'est que je fais des conférences, que je fais des livres, des articles. C'est aussi parce que je crois que plus on est nombreux à s'en emparer, plus on peut arriver à faire pression. Tant qu'il n'y a pas d'association vélo dans une ville,
les élus vont jamais rien faire. Ils voient quelques sites qui se passer. Comme le maire de Montpellier dit ils sont deux. Et puis voilà, ils s'en fichent. Tant qu'il n'y a pas de prise de conscience de ces sujets sur les questions, alors ça répond un peu à ta question, mais le jour où j'étais à Pau, et il y avait une discussion entre M. Brun, M. Brun c'est premier adjoint de François Bayrou, qui fait à peu près tout. Donc M. Bayrou est à Paris au Modem, et puis les opposants. Ils ont beau être tous un peu centristes, ils sont très très les uns contre les autres à Pau. Et en fait, les opposants leur disaient, bon ben, vous continuez, le taux de vacances commerciales, la vacance commerciale est très élevée à Pau, et en plus de ça, vous avez continué à construire je ne sais pas combien de milliers de mètres carrés de zones commerciales supplémentaires. Et M. Brun répondait, mais non, le taux de vacances commerciales a beaucoup baissé, et puis en plus, on n'a pas du tout construit autant de zones commerciales que vous dites, pas du tout. Et moi, je leur ai dit, écoutez, je ne sais pas qui a raison, mais continuez à vous disputer sur ces sujets-là, parce que ça veut dire que quand ça vient dans le débat public, tant mieux. Et moi, je rencontre, à chaque fois, quand je vais un peu partout en France et parfois en dehors de France, je me rends compte à chaque fois qu'il y a des gens qui sont décidés à ne pas se laisser faire. Et ça, tant mieux, en fait. Il y a des villes où il y a des gens qui se mobilisent contre un projet quelconque pour réorganiser leur transport, comme on le fait d'ailleurs évidemment plus facilement depuis longtemps en Suisse, mais c'est plutôt rassurant. Et là, il commence à y avoir, parce qu'on est justement quand même en démocratie, là il commence à y avoir une menace pour les élus qui se disent attention, peut-être que vous connaissez déjà cet exemple, je suis désolé si vous l'avez déjà entendu, mais je le ressors parce qu'il est frappant. Il y en a quelques autres aussi, mais Tournu, Saône-et-Loire, entre Châlons et Mâcon, entre Dijon et Lyon, il y avait un projet le maire qui est élu en 2014 avait un projet de zone commerciale. Il est arrivé avec son truc et il va faire un pôle économique en fait, bon, mais comme je voudrais faire venir des entreprises, mais comme j'ai pas trop d'entreprises à faire venir, je vais d'abord faire venir à Leclerc. Et là il y a eu une sorte de bronca dans toute la ville, il y a 5700 habitants, et une sorte vraiment d'opposition frontale des commerçants, des habitants, vraiment plein de gens, une association qui s'est constituée. Finalement, une partie du conseil municipal a démissionné. Il y a eu de nouvelles élections il y a un peu plus d'un an. En octobre 2017, le maire sortant, avec son projet de zone Leclerc, a été balayé. Il a fait 23%. Et le pharmacien qui était en face et qui avait un projet de revitalisation de ville, en disant on ne veut pas de nouvelles zones commerciales, lui, il a fait 63%. Donc, je pense, heureusement, tu vois, il y a quand même des endroits où tu as quand même ce type de réflexe sain. Est-ce que il y a des questions? Alors on fait circuler. Eric, c'est pour toi. Et après, le jeune homme à la barbe derrière. Question, juste pour te demander ton avis, là, dans l'ambiance actuelle post-gilet jaune, enfin je ne sais pas si c'est terminé ou pas. Je suis pas sûr. Bref, mais dans cette ambiance gilet jaune, moi je me suis posé une question, je voudrais savoir ton avis là-dessus, sur la partie la plus problématique des gilets jaunes, je veux dire problématique socialement, c'est-à-dire ceux qui viennent vraiment de la France rurale, on va dire qualifiée rurale, les villages, même hors du périurbain, des grandes villes, voire des villes moyennes. Et il y a un petit sondage un peu sérieux qui a été fait par des sociologues sur les membres des pages Facebook Gilets jaunes qui montrait qu'il y en avait en gros pratiquement 40% qui se déclaraient habitants dans du rural ou des villages, ils se définissaient eux-mêmes comme ruraux. Je ne sais pas la réalité par rapport à des vrais stats à côté. Le sondage n'était pas assez précis là-dessus, mais en gros, il y a quand même une bonne partie de ce mouvement qui est basé sur ce qu'on pourrait dire une France où aujourd'hui on peut se considérer comme dépendant de la voiture. Or, je pense qu'il y a des solutions pour eux, parce qu'ils sont dépendants de la voiture, et la France rurale aujourd'hui, c'est aussi, c'est comme moi, une partie du territoire où on a rapidement des niveaux de revenus assez bas, nettement plus bas que dans le périurbain, dans la périphérie, des fameuses zones pavillonnaires, auxquelles on s'est beaucoup intéressé ensemble. Voilà, donc comment tu vois l'avenir des mobilités dans ces zones plutôt rurales aujourd'hui où les gens se disent dépendants de la voiture et où ils se ruinent d'ailleurs en fait à avoir deux voitures même si c'est des épaves. Et voilà, est-ce que toi tu imagines des solutions pour ces gens-là pour l'avenir, je sais pas, de roues, vélo électrique, quels seraient ce que tu vois se développer le mieux? Alternative. Réponse. Alors oui, c'est Eric Hamelin, mon co-auteur. La tentation du bitume. bitume. Absolument. En fait, il y a déjà des tas de gens qui imaginent des solutions. C'est ça qui est paradoxal et c'est pour ça que c'était vraiment très bizarre. Moi, je m'attendais un peu à une forme de populisme automobile, mais je ne pensais pas que ça allait émerger de cette façon-là. Et c'est vrai que c'était étrange parce qu'il y a déjà des tas de gens. Il y a effectivement un papier que j'ai repris
où en fait il y a tout un tas de gens qui font autrement. Merci à ceux qui font autrement. Merci à celui qui habite à Journan, 355 habitants, au pied du Jura, du massif du Jura, et qui s'est rendu compte, parce qu'il y a eu un problème de santé, il ne pouvait plus conduire pendant quelques mois, et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est renseigné, il s'est rendu compte qu'il y avait un car TER qui passait à 3 km de chez lui, il s'est acheté un vélo assistance électrique, il a fondé une association de covoiturage, et il y en a plein. Il y a Réseau Pouce, que tu connais peut-être, dans le sud-ouest, qui a lancé aussi un système d'autostop organisé. Il y a Ecov qui fait un système aussi d'autostop. Enfin, il y a des tas de gens il y a des gens qui réfléchissent depuis longtemps, et puis il y a des gens qui font aussi. C'est plus Il y a nos important. amis européens qui font des tas de trucs. Enfin, moi qui connais un peu les Italiens, ils font le Beachibus dans les petites villes où il y a 15 enfants sur le même vélo. Enfin, c'est assez bluffant. Et sans avoir forcément, C'est vrai. sans qu'ils soient forcément tous sur le même vélo, des fois il suffit de les accompagner à vélo pour faire les 3-4 km, mais encore faut-il être en sécurité. Encore faut-il évidemment que la vitesse des véhicules motorisés soit pas trop importante. Encore faut-il que ça soit considéré comme légitime. Que quand ils sortent quand ils arrivent avec leur nouveau projet, qu'on leur rit pas au nez en disant de toute façon c'est ridicule, ça marchera jamais, comme l'a fait récemment le président de l'association des maires ruraux en expliquant que le vélo c'était. Il a fait exprès d'utiliser ce sujet-là pour faire réagir les congressistes de l'association des maires ruraux dans les Hautes-Alpes il y a quelques mois. Bon, donc mais il y a déjà, alors là encore, hein, il ne s'agit pas de dire à chaque fois vous allez tous ne plus utiliser la voiture du jour au lendemain, mais ça veut dire rationaliser le nombre de gens qui font des choix aussi, qui font des choix d'habiter dans un bourg et pas d'habiter à 4 km du bourg, d'habiter ils habitent dans le centre du bourg, ou pas forcément dans le centre, ou à proximité, ce qui fait que ils peuvent se déplacer à pied pour plein de choses. Il y a encore une gare, il y a encore un train, et puis ils les prennent aussi. Et puis ils prennent les cars aussi. Moi je suis frappé, ça je le raconte aussi, mais moi ça m'est arrivé plein de fois quand je vais en France, pas dans les grandes villes, parce que là il y a le TGV, là, c'est bon, on a compris qu'il y avait un TGV. Mais quand je vais à Saillant dans la Drôme, à La Châtre dans l'Indre, dans la vallée d'Aspe, je sais pas, à Chalon-sur-Saône, à Calais, etc., il y a toujours quelqu'un pour me dire on vient vous chercher à la gare. Mais je dis mais attendez, mais il y a une gare en fait là, je prends le train, je vais changer à Dijon, et puis je prends le train pour Chalon-sur-Saône. Ah bon, vous arrivez à la gare de Chalon-sur-Saône? Bah oui, il y a un train, il faut changer. Ah mais on pensait venir vous chercher à la gare TGV. Et à chaque fois c'est ça, c'est le réflexe systématique qui part d'un bon sentiment, qui est on va vous épargner, le TER, c'est très compliqué. Mais en fait non, c'est pas compliqué, c'est très simple. Et effectivement, et dans les pays voisins, en Suisse, en Allemagne en particulier, c'est vrai, il y a une culture de la correspondance ferroviaire, c'est tout bête, mais qui fait qu'on sait qu'on va pouvoir passer d'un train à l'autre, on a confiance, on sait que ça va bien se passer. Ici, on ne sait jamais, on n'est jamais complètement certain. Est-ce que le car, et puis des fois, il faut attendre. Alors, à Châteauroux, il faut attendre comme ça pour 1h30 le car. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est fin janvier. Bon, on va se promener un peu. Bon, on lit, mais c'est la gare entière n'est pas chauffée. Bon, ok, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais justement, plus on est nombreux à le faire, mieux c'est en fait. Et donc, les solutions, elles existent déjà. On en revient à la question d'Olivier, c'est comment on fait ensuite pour expliquer aux gens que c'est possible en fait. C'est pour ça qu'il faut parler de ces questions de transport le plus possible en fait, partout. Et puis valoriser ceux qui font autrement aussi. Enfin, systématiquement, il faut montrer que ça existe, prendre ces exemples-là. Soi-même ne pas partir du principe qu'on va prendre la voiture pour tout. Donc voilà, c'est à mon avis un peu ça, montrer que c'est possible de faire autrement. Allez, Sébastien. Oui, bonsoir. J'ai une petite question en fait sur un chapitre en fait qui m'a fait rigoler sur les taxis à Paris. Et la situation des taxis à Paris, en fait, à Paris en général, c'est un sketch en fait. Et c'est un Toulousain. Je suis d'autant plus marré en lui disant qu'à l'instant même, ma copine m'envoie un message. Je prends Uber, le taxi a refusé ma carte bancaire, n'a pas voulu me prendre parce que je voulais payer par carte bancaire. Le lendemain, on prend un taxi, on arrive à Bastille. Pour aller en haut de la rue de la Roquette, il passe par République. Je lui ai demandé pourquoi vous prenez pas la rue de la Roquette pour aller en haut de la rue de la Roquette. C'est bouché, il était 4h du matin. Mais je veux dire, c'est un sketch à chaque fois, donc détour. Vous ne pouvez pas marcher. Il a fait un détour. Parce qu'il doit y avoir 500 mètres quand même entre les deux. Il voulait faire. Non, on venait de rive gauche pour remonter. En fait, il voulait faire tourner le compteur, quoi.
Sauf qu'il croyait que je ne connaissais pas la ville en fait. Donc voilà, et c'est un sketch à chaque fois. Mais à chaque fois. Refus de course, gna gna gna. Et la conclusion est géniale parce que vous mettez VTC 1, taxi 0. Et en fait, j'ai envie de dire, mais pourquoi les taxis ne font pas en sorte de développer des applis ou des systèmes qui font qu'on pourrait ne plus prendre l'Uber? Parce qu'à l'arrivée, malheureusement, on préfère prendre l'Uber et je trouve ça terrible en fait. Ouais. Non, mais c'est une question fondamentale Oui, qu'il oui, pose. ouais. Pour prolonger ça, c'est aussi comment ne pas utiliser tous ces services. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, parce que c'est pareil pour Amazon, c'est tellement simple en tout cas, Ouais, et là, on est pris à notre propre piège. Oui, c'est ça. Ah ouais, Bah, Il y a une spécialiste des taxis là, qui est la Marie Xavier, qui a pris la parole tout à l'heure. Mais alors, je me suis aussi beaucoup posé la question. Parce qu'il faisait des détours. Ouais, je me suis aussi posé la question et effectivement je raconte toute une série d'anecdotes, mais pas seulement à Paris justement, aussi le truc où tu arrives en banlieue, à Louvciennes, et puis en fait on t'avait dit 2 jours avant qu'il suffisait de téléphoner en arrivant à la gare, puis quand tu arrives à la gare il y a le numéro mais personne ne vient jamais, ça ne répond pas, etc. Et en fait, en fait ils ont été quand même assez... Ils avaient un monopole ce truc, cette profession avait un monopole absolu sur les transports de personnes avec chauffeur pendant des décennies. C'était un service assez généralisé jusqu'à il y a 20 ans à peu près, et puis c'est devenu un service de luxe. Avec c'est toi qui le raconte bien, il y a les gens qui prennent le taxi pour tout et rien dans l'Ouest parisien, et puis il y a ceux qui prennent le samedi soir pour sortir et qui vont regarder le compteur parce que c'est eux qui payent directement la note. Et là, ils ont été, effectivement, il y a eu l'arrivée des VTC, donc, qui a complètement modifié leur profession du jour au lendemain pratiquement. Et certains d'entre eux sont encore dans la logique du monopole et finalement s'en sortent assez bien de cette façon. Après, moi, je me suis posé effectivement cette question-là et il se trouve, en parlant aussi avec les responsables de c'est quoi, ces taxis bleus, par exemple, et ils disent, en fait, c'est des individuels, c'est des professionnels individuels, en fait. Et donc, c'est leur voiture, en fait. Donc, comme c'est leur voiture... ils ont un réflexe aussi d'automobiliste, c'est-à-dire que quand on modifie le plan de circulation d'une ville en disant qu'on va faire la priorité au vélo, aux véhicules propres, on va dire, éventuellement, je ne sais pas si c'est vraiment propre, enfin bon, et puis aux taxis, eux, ils se disent, mais non, on va nous empêcher, et donc ça veut dire qu'on limite, qu'on interdit la voiture à certains endroits, à certaines heures, ou qu'on limite le nombre, qu'on réduit les fils et tout ça. Eux, ils raisonnent en automobilistes, en fait, on nous empêche de passer. En fait, non, mais ça, on fait parce que précisément, il y a des gens qui prennent la voiture, alors qu'ils pourraient prendre le taxi, justement, ou se déplacer de manière généralement autrement, et de temps en temps prendre un taxi, ce qui vous serait bénéfique. Mais ça, effectivement, pour arriver à faire ce raisonnement-là, il faut sortir de sa voiture et observer les mobilités de manière générale. Est-ce que Marie Xavier, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Parce que... En fait, Allez, micro. il y a quelques années, j'ai commis une étude sur les taxis, effectivement. En fait, les taxis, par rapport au VTC, c'est que les taxis, en fait, ils ont une logique patrimoniale qui est la licence. Et en fait, tout leur intérêt, c'est qu'à la fin, ils arrivent à revendre la licence. Et donc, en fait, quand vous voyez très, très loin comme ça, vous oubliez le client en route. Alors que les VTC, ils n'ont pas cette logique patrimoniale. Et du coup, ils mettent le client au centre, en fait, de la réflexion. Et ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est que quelques années après, il y a eu un effet de balancier très fort parce que, en fait, il y a beaucoup trop de VTC. Les gens ne gagnent plus leur vie, ils la gagnent très, très mal. Et résultat des courses, les taxis reprennent, en fait, du poil de la bête parce qu'ils ont quand même une meilleure connaissance du territoire. Parce que finalement, ils ne sont pas si chers que ça, surtout à Paris. En province, un taxi, vous payez le retour à vide. À Paris, vous ne le payez pas. Et donc, du coup, il y a vraiment des... Comment dire? En fait, à la base, c'est des positionnements. Alors, Olivier disait qu'ils ont un monopole. Il n'y avait pas de monopole en tant que tel. Il y avait un monopole pour le peuple. Parce que pour les gens très riches, il y avait ce qu'on appelait les voitures de grande remise. Donc, il y avait quand même vous ne trouviez pas des gens très riches, en fait, dans les taxis. Eux, ils prenaient des... des voitures spéciales, noires, avec pas de signe distinctif, etc. Oui, Donc en fait, mais néanmoins, il y avait aussi cette question, et c'est vrai ce que dit Olivier aussi est complètement exact, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont, fondamentalement individualistes, sauf quand il s'agit de défendre leur corporation, et du coup ça tient plus à notre époque en fait. C'est ça, c'était pareil, par exemple l'histoire de la carte bleue, une fois j'ai entendu un taxi qui me disait « Ah oui, mais moi je suis dans la Loire et en haut du mont Gerbier-de-Jon, la carte bleue elle passe pas. » Mais combien de fois dans ta vie tu montes en haut du mont Gerbier-de-Jon avec quelqu'un à l'arrière? Le mont Gerbier-de-Jon, ça s'appelle
les leçons de géographie quand on est petit, quoi. Paris passe très bien la carte bleue. Mais oui, mais bien sûr. Mais du coup, mais alors si c'est un G7, par exemple, dans lequel vous êtes, alors vous dites, bah écoutez, c'est pas grave, on va appeler le standard. Je vais payer au standard, ils vont vous refacturer. Normalement, là, ce qui se passe, c'est qu'ils débranchent le truc, ils le rebranchent, et miraculeusement, ça remarche. Voilà, donc c'est ça en fait, le truc et astuce, c'est juste ça. Vous leur dites, bah, on va passer par le standard. Par contre, si c'est un indépendant tout seul, bah, il va vous envoyer balader, et voilà. Moi, la semaine dernière, je me suis retrouvée. Mon téléphone est tombé en panne de batterie, ça m'a beaucoup fait. Je me suis retrouvée. Non, j'ai oublié mon téléphone à la maison, je devais aller dans le fin fond de Rueil-Malmaison. Et finalement, j'ai trouvé un taxi hyper gentil qui m'a dit, bon, écoutez, c'est pas ma zone, mais c'est pas grave, c'est pas loin, je vous emmène. Et je devais lui payer 7 € la course minimum et il m'a dit je vais vous prendre 4 et ça suffira. Et donc voilà, mais c'est vrai qu'ils se sont pris, leur corporatisme en fait les a complètement aveuglés par rapport aux évolutions des attentes des clients. Parce que là, ils se tirent pas le pied en ce moment, c'est le sentiment. Bah ça revient en fait parce que les VTC se sont tellement fait essorer, la qualité de service est tellement dégradée que finalement les gens sont revenus au taxi parce qu'il y a autre chose en fait dans le taxi. Et moi ce que je dis c'est quand vous aimez le taxi, alors certes vous êtes un automobiliste, mais d'abord vous devez aimer les gens. Parce que si vous aimez pas les gens, vous supportez pas ce métier, c'est pas possible. Je veux bien aimer les taxis et j'aime les taxis, mais par contre il faut que... Il faut pas que je me fasse engueuler, il faut pas que je me fasse engueuler comme ça s'est passé samedi soir, parce que j'ai demandé pourquoi ils ne prenaient pas la rue de la Roquette, sachant que j'habitais en haut de la rue de la Roquette et qu'il fait passer par République, et je me suis fait pourrir. Mais sans raison, et le mec est devenu violent, agressif. Et c'est pas occasionnel, quoi. C'est pas un truc qui arrive de temps en temps, c'est un truc récurrent. Mais bon, bref, voilà, on l'a compris. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mademoiselle, je vous en prie. Excusez-moi, merci à vous. Alors, moi, c'est une question toute bête. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui ai sauté la partie, mais en fait, vous avez parlé par rapport aux livraisons, aux camions de livraison, etc., de l'exemple de Strasbourg, et je n'ai pas entendu justement l'explication de qu'est-ce qu'ils ont fait, quelle a été leur position à ce niveau-là. Oui, c'est possible, parce que moi j'ai évoqué ça, et puis je vais passer à l'idée suivante. En fait, un périmètre a été défini, et en fonction des heures et des types de motorisation et des charges des véhicules, il est possible d'entrer dans le centre de Strasbourg ou pas, en fait. Donc en fait, ça c'est très bien, mais en fonction... Eric connaît aussi. Heureusement que... Non, mais je suis pas un spécialiste. Heureusement qu'il y a des tas de gens qui m'informent, etc. au fur et à mesure. Mais c'est ça, il me semble. Hein, ils ont choisi de... Ils ont réduit déjà la taille maximale. Ouais, ils ont réduit la taille maximale. Voilà. Et donc ça veut dire que... Cette expérience à Monaco avait déjà fait il y a près de 20 ans. Les horaires sont restreints. Voilà. Et donc ça veut dire qu'en fait on est obligé de s'organiser. Alors soit les commerçants sont livrés par des véhicules donc plus petits, plus propres, parce qu'en fait on peut optimiser les trucs, soit ils mutualisent avec les autres commerçants. Et en fait c'était aussi possible, alors d'abord parce que Strasbourg a une tradition plus ancienne en France d'objectivation de la place de la voiture, donc pas seulement dans le centre-ville mais plus général. Il y a aussi 35-40% de la population qui ne possède pas de voiture. Paris c'est plus, mais quand même pour une grande ville de France c'est quand même pas mal. Et puis il y a eu le marché de Noël. Après les attentats de Paris, ils ont commencé à dire on va en fait interdire la voiture dans le marché de Noël, donc dans un périmètre très vaste en fait, l'île de Strasbourg, hein, mais qui est quand même un périmètre très important pour une ville. Et donc ça a amené les commerçants à s'organiser entre eux pour faire la livraison malgré tout. Donc voilà, je pense que c'est une des raisons. On va pas tarder à conclure parce que le temps fini. Et je vais commencer sur une dernière question, on va dire vaguement... Non, mais je vous en prie, pardon. On a une question très rapide, juste non, par mais rapport prenez à ça, votre temps. justement. Est-ce que vous savez ce qui est prévu par rapport à ces histoires de livraison exponentielle, comme vous disiez, à Paris? Parce qu'à Paris... hier, moi, j'étais par exemple à une réunion à la mairie du 11e dans le cadre d'un projet de réaménagement du boulevard de Belleville qui paraît assez catastrophique. Tous revenus. Ouais, et donc, j'ai entendu parler de vélo, de trucs apaisés, de trucs à 20 à l'heure, nanana, mais pas du tout de... Donc, on partage tous l'espace avec les taxis, les vélos, tout ça, les enfants, enfin, tout le monde est heureux. Et en zone piétonne, en plus, sur une partie du boulevard de Belleville, ce qui paraît un non-sens, puisqu'il n'y aura plus de pistes. Mais j'ai pas entendu parler de trucs de livraison. Donc ça veut dire que la ville de Paris n'a pas de projet global par rapport à ces histoires de livraison, quoi. Je le prends.
Non, mais je ne suis pas omniscient, heureusement. Ah, monsieur Et dit, un il y a mot à surtout dire une aussi. réponse. Je ne sais pas. Je sais pas, j'y Alors, étais pas. monsieur a un début Non, de mais, réponse. Je sais qu'il y a toute une réflexion, alors je ne sais pas exactement à quel niveau elle se place, sur la livraison du dernier kilomètre. Donc avec la recherche d'un certain nombre de points qui seraient des dépôts internes de Paris dans la périphérie, plutôt autour de Paris. Mais moi j'ai eu connaissance d'un cas particulier qui est celui de la rue de Bellevue, où il y a encore les anciennes pompes funèbres, il y a toute une rue traversante. Dans le 19e, oui. Pas tout près de la rue de Belleville, mais de l'autre côté de la place des Fêtes, quoi. Et là, il y a un projet de création d'un point dans lequel il y aurait alors des camions, je sais plus, j'ai plus les tonnages en tête, qui viendraient livrer deux fois par jour pour approvisionner un point de livraison, et à partir de là, il y aurait petites camionnettes, etc., et différents types de livraison. Maintenant, compte tenu de l'emplacement, nous on est très contre cette implantation à cet endroit-là, parce que la rue est très très mal desservie, enfin c'est des camions supplémentaires, il y a déjà Lidl qui est installé sur place, enfin qui pose déjà des problèmes avec ces camions. Mais cette réflexion existe, il faudrait trouver des lieux un peu plus... En fait, alors je sais, il faut vraiment regarder ce que fait la mairie de Paris, je ne sais pas exactement. Là, être au stade de la réflexion pour la ville de Paris, ça me semble être un stade commun et courant pour beaucoup de choses. Ça fait quand même 4 ans qu'on parle de la réaménagement de la place de la Bastille. Et apparemment, c'est un des grands projets, très bien. Mais simplement, là, je pense, là aussi, il faut poser les modes, et je vais m'expliquer. C'est-à-dire que dire on fait un centre, c'est très compliqué. Mutualiser les livraisons. À Grenoble, ils essayent de le faire et ils se rendent compte que c'est très difficile. En revanche, quand il y a une contrainte, comme c'est le cas dans le centre-ville de Strasbourg, où en fait on est obligé finalement, parce que si on ne le fait pas, on est verbalisé, et si on ne le fait pas, on ne peut pas passer tout simplement, du coup on finit par s'organiser. Et en fait, finalement, c'est ça. Et quand on ne peut pas faire ça forcément partout, mais quand on limite, et il faut être conscient de ce qu'on fait, tout ça, mais quand on limite la place de la voiture quelque part, en fait, les gens s'organisent différemment. Il y a toujours des gens qui vont râler, ça, ils vont râler très fort, mais en fait, une bonne partie des gens s'organisent différemment. Ça veut dire que des gens vont plus prendre leur voiture pour traverser la ville, ils pouvaient le faire avant, ils ne peuvent plus le faire, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit ils vont prendre un autre moyen de transport, soit ils vont rester dans leur quartier, soit ils vont découvrir que finalement ils avaient l'idée d'aller justement au restaurant de la ville, ils vont trouver un restaurant dans leur coin, etc. Donc il y a une adaptation en fait qui se fait, et à l'inverse, si on décrète que tout est possible, que c'est open bar, on fait une nouvelle rocade, on fait un nouveau contournement est de Rouen et compagnie, là par contre, les gens disent après tout, allez, c'est à 20 minutes maintenant, ça y est, je vais habiter encore plus loin. Donc voilà, il faut absolument réguler l'usage de la voiture. Je vous ai pris. Je voulais apporter juste une précision sur notamment la réflexion de la mairie de Paris. J'étais à Réunion il n'y a pas très très longtemps sur le réaménagement de la porte d'Orléans. Dans le triangle qu'il y a entre la porte d'Orléans et la porte de Montrouge, il y a une station-service, en dessous il y a un parking. Et justement, la réflexion de la mairie pour la réfection de certaines des places ou des entrées de Paris, et la porte d'Orléans est quand même une entrée relativement importante, avec des flux et des flux de marchandises qui sont relativement importants, c'est de transformer ces places de parking, de mettre des parkings relais vers les gares du Grand Paris, alors là pour le coup en proche banlieue, en première couronne, et de mettre justement dans ces parkings des relais logistiques, on va dire, où les camions pourraient amener les marchandises en quantité. La seule chose, c'est qu'après, la réflexion s'arrête là, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'interdiction de plus de tonnage, de faire rentrer, enfin c'est quand même aberrant de voir même des cars de touristes, mais des 38 tonnes ou des 44 tonnes rouler encore dans Paris. Et s'il n'y a pas cette interdiction, alors qu'on sait très bien, comme tu le disais tout à l'heure, qu'on sait déjà faire. Les boîtes à vélo, par exemple, vous parliez de 50 kg tout à l'heure, avec une remorque, on a 250 kg d'emport de charge, même pas avec un véhicule électrique. Et donc on pourrait très bien, de petits points logistiques comme ça, tout autour, avoir des gens qui partent avec des vélos cargo, des remorques derrière, et puis approvisionner. Alors effectivement, il y en aura plus, mais ça, voilà, on change la mobilité, on change l'emploi, on change la manière de jeu. Alors, on va conclure, et de temps en temps, je sors ma question, je suis de l'ancien monde. Et donc là, je vais te la sortir. Tout le monde est que, l'ancien monde.
Non, mais donc, en plus, je suis d'ancien monde à 2 niveaux. D'abord, je suis fils de cheminot, et j'ai connu l'époque où les trains, malgré tout, arrivaient à l'heure. Mais quand j'y arrivais à l'heure, 8h02, le train s'arrêtait à 8h02. Et mon père était très fier de me le montrer à chaque fois quand j'étais petit. Oui, mais enfin, ça s'est un peu dégradé. Et donc, j'en viens, je profite de ce petit exemple-là. Est-ce que, et là c'est une question maintenant large, j'ai connu le train autocouchette. Voilà. On ne pensait pas développement durable, mais on mettait la voiture derrière le train. Et quand je dis derrière, c'est vraiment, on roulait avec, je me penchais comme dans les virages et je voyais la voiture, c'était magnifique. Donc, ma question est, on a quand même eu des services publics qui organisaient le transport et dont j'ai l'impression, mais là, parce qu'avec la mémoire, faut être prudent, c'était un bien commun dont on était à peu près fier. Donc, au lieu de dire regretter, est-ce qu'à ton avis, on est capable, ou est-ce qu'on prend ce virage-là, que ce soit par le vélo ou d'autres modes de transport, de reconstituer un bien commun des mobilités qui va dans le bon sens? Est-ce que c'est jouable? Alors, je ne sais pas, ça dépend de nous, et on verra. Simplement, entre-temps, il y a de plus en plus de déplacements dans tous les sens. Et c'est devenu, non pas forcément un bien commun, mais quelque chose considéré comme une liberté absolue. Donc c'est ça aussi le sujet, c'est que on veut tous se déplacer facilement, rapidement, sans aucune difficulté, sans couture, etc. D'ailleurs, c'est assez bizarre, les discours des opérateurs de transport public, y compris dans les villes, consistent à dire on va faire le sans couture, l'immédiat, le parfait, le porte-à-porte, pour concurrencer la voiture. Mais sauf qu'en fait, ils oublient un truc, d'abord, ils n'arriveront jamais à concurrencer la voiture sur ce plan-là, parce qu'il y a forcément des coutures, parce qu'un bus ne passe pas toujours devant chez vous tout le temps. Et deuxièmement, le bus apporte d'autres avantages qui ont été oubliés. C'est-à-dire que dans un bus, on peut lire éventuellement, et surtout, on peut regarder son téléphone, et puis après, on n'a pas à le garer le bus. Donc il faudrait faire la promotion des transports publics autrement qu'en disant on va singer la voiture. Ça répond peut-être un peu à ta question, mais et le service public, je ne sais pas, ça dépend de nous. Juste, je reviens après, et puis comme ça fait une forme, parce qu'on est à Paris, et donc moi je pense que si, j'ai réfléchi à ça au fur et à mesure, en fait, c'est que effectivement à Paris, il y a énormément de blocages concernant la réorganisation de l'espace. On a beau avoir une ville super dense, à peu près plate, je sais qu'on est à Belleville, mais enfin à peu près plate quand même, enfin il faut quand même à peu près donc avec énormément de gens, avec de l'espace public effectivement contraint qui fait que ce serait totalement logique de prendre des places de stationnement pour y mettre non pas forcément des vélib, mais des endroits pour stationner son vélo de façon à être sûr de le retrouver le matin et ne pas se faire voler. On a beau avoir tous ces éléments-là, une population qui est disposée à évoluer, etc., des trajets de domicile-travail qui ne sont pas forcément très longs, les 80% des courses qui se font à pied, tout ça, on a beau avoir tout ça, on a du mal, avec en plus de ça le métro qui est quand même très, très structurant, on a du mal à passer à autre chose qu'à une domination du moteur de la voirie qui s'entend, qui se sent, et les 2 roues motorisées, les 3 roues motorisées, les 4 roues motorisées, bon. Et je pense que si on arrive... Alors il y a la ville de Paris répond tout le temps, mais c'est normal, il y a la préfecture qui nous empêche de faire des choses. Bon. Et c'est vrai qu'ils empêchent de faire des choses. Et en fait, non, pas comme partout, c'est vraiment plus fort pour une partie. Oui, pour une partie, je suis d'accord. Et en fait, je pense que si on n'arrive pas à passer à autre chose, parce que les arguments de la préfecture de police, c'est toujours, et une partie des élus aussi, c'est mais il faut laisser la place pour les véhicules d'urgence, pour la voiture du président de la République, pour le défilé du 14 juillet à cheval, pour tous les trucs très importants, les gens qui viennent visiter Paris, c'est une capitale, il y a une logistique de capitale. Et en fait, je pense que si on n'arrive pas à dépasser ce stade, c'est parce que Paris se prend trop au sérieux. Voilà. Ça, c'est une magnifique conclusion. Merci beaucoup. Un grand merci à Olivier. Donc, je radote, le libraire est un commerçant, ne l'oubliez jamais, le livre est à votre disposition. Donc, telle une rockstar, il se fera un plaisir de faire de la dédicace. Poussez les chaises n'importe où, open bar dans 2 minutes. Et puis, je vous encourage à venir à la prochaine rencontre parce qu'au final, sur ce petit bout de territoire, cœur historique de Paris, on va reprendre une partie des thématiques qu'il aborde et un peu plus large aussi. Merci à vous et merci à Olivier.